Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Alors aujourd'hui, je voulais réagir sur une vidéo brute qui parle de Stéphane Matala. Maintenant, je suis sincère avec vous, je vais découvrir avec vous la vidéo. Je vais émettre des commentaires. Et ça va être, on va dire, totalement spontané. Alors on commence tout de suite et je tiens juste à dire que je ne suis pas là pour dénigrer ni pour critiquer pour le plaisir de critiquer. Donc ce qui est bien, je dirais que ce qui sera dit dans ce reportage, si c'est bien, selon moi, je dirais, je le dirai, je serai sincère avec moi-même, je vous dirai oui, c'est bien, j'apprécie ce qui est dit là. Et si j'entends des choses qui me déplaisent, je le dirai aussi dans tous les cas. Alors on commence, on regarde. Là, il n'y a plus de gras. Ma peau est venue épouser mes muscles. Tu pourras distinguer chaque fibre de mon corps. Je mange toujours mes 6 repas par jour. J'ai pas le droit à plus de 5 verres d'eau. Et je vais transpirer. Et c'est comme ça qu'en fait l'eau part pour que la définition soit parfaite. Si on en arrive dans ces moments d'extrémité, c'est parce que le spectateur veut ça. Oui, bon, là c'est un résumé, on va dire, d'un peu tout l'univers du culturisme, du bodybuilding chez les chargés comme les naturels. Donc les 6 repas et les 5 verres d'eau, voilà, ça dépend à quel stade on est de la décharge ou de la recharge. Mais bon, ça commence bien. Bon, on continue. Tu penses bodybuilding, tu dors bodybuilding, tu manges bodybuilding. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc tu penses bodybuilding, tu dors en bodybuilding. C'est pourquoi j'avais fait une vidéo où je disais qu'il était souvent difficile d'associer la vie de famille à la compétition. Pas à la musculation, pas au culturisme, mais à la compétition. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un bodybuilder professionnel. Et pas n'importe lequel. D'un bodybuilder professionnel. Ça, c'est très important de le noter. Donc, il ne s'agit pas d'un amateur. C'est l'un des plus suivis en France et vous l'avez même peut-être déjà croisé dans votre algorithme. Je l'ai déjà croisé en vrai, avant qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai déjà croisé, c'était au salon du Body Fitness sur Paris, je crois. À ce moment-là, je crois qu'il faisait MN Physique. Bon, ça date. Il s'agit de Stéphane Matala. Alors, bon, je voulais pas commenter sur cette image, mais je voulais commenter juste sur ce qu'il y avait juste. Voilà. Donc, cette fameuse image qu'on voit souvent des culturistes de ce calibre-là avec des charges incroyables. J'ai juste envie de dire que ce genre d'image trompe souvent la plupart des gens, la plupart des néophytes. Donc les débutants, ne vous fiez pas à toutes ces charges-là. Et on n'est pas obligé selon moi, de mettre des charges excessivement lourdes pour développer, surtout que si vous essayez de faire ce qu'il fait là, vous allez vous faire très très mal, vous allez même vous blesser et vous allez même arrêter la musculation à cause de ça. C'est bien. Il n'y a que le travail qui paye. Ça fait longtemps que je vois ces vidéos passer et que j'ai envie de le suivre dans les coulisses d'une de ses compétitions. Et là, la prochaine, elle est dans 7 jours à Lille. Donc on va le suivre sur scène, mais d'abord on va aller le rejoindre à la salle, voir comment il se prépare. C'est parti. Et d'abord, abonnez-vous, évidemment. Bon visionnage. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'on est dans une salle de muscu où il y a aussi des adhérents lambda, on va dire.
qui change entre la séance d'un bodybuilder et d'un adhérent de muscu classique, c'est les charges seulement ou aussi les exercices? Je pense que monsieur tout le monde peut s'entraîner comme un bodybuilder, mais monsieur tout le monde n'a pas la mentalité d'un bodybuilder. Monsieur tout le monde, effectivement, n'a pas la mentalité d'un bodybuilder et il n'a pas aussi ce qui va avec. Je parle d'un bodybuilder pas naturel quoi. Bon, maintenant, comme je dis, je tiens à dire une chose. Je ne viens pas stigmatiser certaines pratiques, mais je veux juste dire une chose. C'est quand vous décidez de passer une certaine frontière, de passer un certain niveau, c'est-à-dire de briser les barrières, comme j'ai déjà entendu, sincèrement, réfléchissez bien, parce que vous vous jetez là dans une aventure qui n'aura peut-être, que vous n'allez peut-être pas assumer. Voilà, on écoute ce qu'il a à dire. Parce que être bodybuilder, c'est avant tout être un compétiteur. Et être un compétiteur, c'est quand tu viens à la salle, tu te dis, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui en fait 2 fois plus que moi. Et je veux pas. C'est très intéressant cette philosophie, effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans ce sport-là, la personne qui s'entraîne, c'est-à-dire les concurrents, généralement ne s'entraînent pas dans la même salle que toi. Ou bien s'entraînent quand tu n'es pas là aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous entraînez tout seul, vous vous préparez. Donc vous devez avoir le mental vous devez avoir cette vision qui vous permet de vous projeter. C'est-à-dire vous allez travailler dur et puis vous imaginez l'autre en train de travailler, peut-être qu'il travaille plus dur que moi, donc vous allez peut-être aller au-delà de vos limites. Je parle sur le plan mental et le physique suit le mental évidemment. Laisser ce mec prendre ma place. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5 de plus. T'es là le matin, t'es là l'après-midi. Tu rentres chez toi, tu penses bodybuilding, tu dors bodybuilding, tu manges bodybuilding. Voilà, là c'est très important d'entendre ça. Parce que il s'agit là de la compétition. La compétition, c'est un autre état d'esprit, ça vous prend énormément. Maintenant, quand on fait de la musculation comme moi je le fais pour conserver la jeunesse de mon corps et la mobilité de mon corps, la tonicité de mon corps. Donc c'est différent, on n'est pas dans le même objectif. Maintenant, s'il y a compétition, si j'ai moyen de faire une compétition entre guillemets chez les naturels, à ce moment-là, je vais m'entraîner un peu plus et surtout, je vais suivre une diète qui va permettre de mettre en avant les années de travail que j'ai effectuées pour avoir le physique que j'ai à mon âge, c'est-à-dire 50 ans. Monsieur tout le monde, c'est très bien, vous n'avez pas besoin d'être tous bodybuilder. Vous vous entraînez, vous mangez équilibré et ça suffit largement. Il a entièrement raison. Jusque-là, j'ai rien à redire, ça va, je partage totalement. Bodybuilder, on pousse l'exercice un peu plus loin. Ça change tout. Et quand tu t'es millimétré en prépa comme ça, c'est possible d'avoir une vie sociale? La vie sociale en préparation est plutôt difficile. Oui, donc maintenant il parle la vie sociale. Quand on est en préparation, moi je dirais que la vie sociale, elle est un peu plus difficile. Mais qu'est-ce que c'est que la vie sociale? C'est de partager la même nourriture que les autres, boire, festoyer comme les autres, c'est peut-être ça. Bon, maintenant, on peut avoir une vie sociale, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en période de prépa. Et heureusement qu'on n'est pas en prépa tout le temps. Et la vie sociale en tant que telle, je veux dire, on peut être présent à une fête sans boire d'alcool, sans consommer de glucides. C'est vrai que c'est pas amusant, on paraît moins amusant et puis ça joue aussi sur le caractère de la personne. Donc là, c'est vrai que la vie sociale, elle est un peu chamboulée. Il faut être très fort mentalement. Mais bon, les prépas, on n'en fait pas tout le temps et puis ce serait très mauvais. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit un truc, la compétition c'est pas la santé, c'est de la performance mais c'est pas de la santé. Maintenant, l'entraînement, ça c'est la santé, ça dépend comment on s'entraîne aussi. On continue. Parce que tout tourne autour de l'entraînement, notre vie tourne autour de l'entraînement, de la préparation.
Tu peux même pas aller au resto en fait. Ah, je pourrais aller au resto et me prendre une salade de fruits. Et pourquoi? Parce que c'est un peu con, mais manger ta burrata au restaurant, c'est un plaisir éphémère que tu vas regretter absolument toute la journée. Tu vas même essayer de te faire vomir pour faire ressortir ça. Tu vas culpabiliser tout de suite. Il a pas tort. Entièrement vrai. On peut avoir une vie de famille, une vie sociale remplie, mais on ne sera jamais, à mon avis, aussi performant qu'on le voudrait dans ce qu'on entreprend dans ce type de sport. Oui, bah voilà, il n'y a pas grand chose à relever sur ce qu'il a dit, hein. C'est totalement vrai, c'est totalement vrai, hein. Donc comment on va toujours regretter, parce que moi aussi c'est vrai que j'ai quelque chose, comment je pourrais exprimer ça? Je dis toujours que quand on consomme quelque chose qui n'est pas dans notre diète de préparation ou dans notre routine alimentaire, c'est-à-dire que manger de la pâtisserie ou autre, c'est un plaisir qui est juste dans la bouche pendant qu'on est en train de le manger, et après on ne récolte que les regrets. Hein, voilà. Et puis les effets négatifs viennent après. Tandis que lorsque l'on se nourrit très bien, on a un plaisir qui dure beaucoup plus longtemps, parce que c'est bénéfique à notre corps, et notre corps nous le rend par son aspect, et puis par son énergie, sa tonicité, et puis aussi notre humeur, quoi. C'est très important de savoir ça, de dire ça. Van, à quel âge commences-tu la muscu et pourquoi? Je commence la musculation à 15 ans. Je suis au collège parce que à l'époque, je faisais de l'athlétisme et mon coach m'avait dit que j'étais très fébrile et qu'il fallait me renforcer. Et je me souviens que ma mère m'avait inscrit à Basic Fit, qui était proche de chez moi. À moins d'un an, je progresse largement plus que ceux qui sont là depuis 5-6 ans. Pour être clair, j'étais le plus balèze du lycée. Moi, quand je passais dans les couloirs, il y avait tout le monde qui me regardait comme ça, comme un extraterrestre. Je peux vous dire, je mangeais n'importe quoi, hein. Je mangeais des grecs, ce que ma mère me faisait à manger. Ouais, t'avais une prédisposition quand même génétique. Oui. Et pour ça, je n'ai aucun mérite, hein. Le seul mérite que j'ai eu, c'est de sortir du ventre de ma mère. Et même pour ça, j'ai pas fait grand-chose. Ok. Et comment on passe de lycéen qui fait un peu de renforcement musculaire à bodybuilder? Il y a un événement qui vient semer cette graine de la passion latente en moi, c'est que je change de salle et je vais dans une petite salle proche de chez moi, tenue par un particulier, ça s'appelle Eric Gym. Et dans la salle, il y a des posters de bodybuilder partout. Alors là, il vient de soulever quelque chose. Effectivement, les petites salles indépendantes, il y a un autre état d'esprit. C'est-à-dire que c'est l'entraînement avec la passion. C'est l'entraînement avec la passion du bodybuilding, du monde du bodybuilding. Là, c'est totalement différent. J'ai connu ce genre de salle. C'est ce genre de salle où il y a plein d'appareils de marques différentes. Il y a des haltères très vieux, des haltères tout neufs, des haltères... voilà. En fait, il y a tout un tas de... un tas de matériel et sans aucun superflu. Et c'est l'entraînement, et puis c'est la passion qui est en train de parler dans ce genre de salle. Je ne comprends pas ce que je vois, mais je suis hyper sensible à ça. Je trouve ça très beau. Et celui qui m'a vraiment fait aimer ce sport de façon absolue, c'est Serge Nubret, un bodybuilder français. Alors Serge Nubret, oui, que j'ai rencontré en 2000 ou 2001. En 2001, je crois. Effectivement, il avait fait une compétition, c'était son jubilé, je crois, où j'avais participé. Voilà, j'étais naturel, il faut le dire, et je le suis encore, et je le reste, et je l'ai été toujours. Donc Serge Nubret que j'ai vraiment trouvé d'incroyable, parce que, vous savez, quand vous revenez de Libreville, au Gabon, et que vous regardez les cassettes de Pumping Iron, et puis... je sais plus c'était dans lequel, j'avais vu Serge Nubret, il y avait la compétition de Monsieur Olympia, il y avait Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger et justement Serge Nubret qui avait participé aussi. Et puis un jour vous le voyez à Paris comme ça pour de vrai, c'est incroyable parce que pour moi ça reste une légende. Et c'est une toute autre époque quand même. Enfin, sincèrement, j'ai toujours dit je préfère cette époque des années 70 et 80
en termes de physique dans le bodybuilding, même si bon, il y avait du dopage, bien sûr, mais j'avoue que j'ai une préférence pour cette époque-là par rapport à l'époque de maintenant. D'ailleurs, c'est pourquoi on a créé même le classique physique, pour essayer de retrouver un peu cet esprit. Je me suis d'abord identifié à lui parce que j'étais très sensible au physique qu'il avait, puisqu'il ressemblait beaucoup au mien. C'est d'abord par cette ressemblance au niveau de la ligne, ce qu'on appelle la ligne, le physique, les insertions, la taille des pectoraux, par exemple, les bras, les biceps longs. Je m'identifiais à lui. Et je demande au monsieur qui tient la salle, qui s'appelle Eric, il me passe un carnet qui relate un petit peu la carrière de Serge Nubret. Je lis et je trouve ça tout simplement fascinant. Et ce qui est relaté dans ce livre me donne encore plus envie de me lancer le défi de monter sur scène. Et pour ça, je fais appel à un coach qui s'appelle Essan, qui travaille avec moi pendant 2 ans. Et quand on améliore ce physique, il finit par me dire que j'ai le potentiel pour faire des compétitions. Bon, voilà, donc je prends que le point de bascule arrive à ce moment-là, quoi. Et par contre, sur les photos, là, le physique, j'ai trouvé que c'était super. D'abord les cuisses, toujours. T'es noté à chaque position sur tes cuisses. D'abord les cuisses, d'accord? Ça va très bien. Serre-toi. Et je décide de me lancer dans une compétition accessible à tous qui s'appelle Musclemania. Musclemania, effectivement. Cette compétition dans laquelle j'avais participé, je me rappelle plus c'était en quelle année, je sais plus si c'était 2018, je sais plus. En tout cas, je faisais partie de l'organisation et je me rappelle plus par contre. La première édition à Paris, j'étais pas là. La deuxième, oui, j'étais là. La troisième aussi. Enfin bref, on va regarder. Et quand je monte sur scène pour la première fois, c'est waouh. Comme dirait l'autre, c'est une tempête émotionnelle. J'ai plein d'émotions qui... Excellent physique. À ce niveau-là, voilà. C'est... bon, voilà, on est dans mes préférences là. À ce niveau-là, moi je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Et durable. Qui montent en moi, mais je ne saurais pas les décrire. Et quand je descends sur scène, je dis oui, j'ai envie de devenir bodybuilder. Alors, dans un sport comme la boxe, on a les poids lourds, poids plumes, mais en bodybuilding aussi, il y a des catégories alors. Oui, il y a plusieurs catégories. On a les men physiques. Maintenant, ça c'est... bon, sincèrement, quand je regarde les men physiques, je trouve... Bon, moi j'ai... La pilule a du mal à passer. Mais, je me dis un truc, pourquoi ces grands Bermudas? Quand on regarde déjà les compétiteurs, beaucoup ont des cuisses et vous voyez que les shorts sont bien remplis. Alors peut-être, on va dire que ces personnes-là travaillent les jambes, mais peut-être pas aussi bien pour avoir plus, peut-être ils ne travaillent pas bien les détails et ils se mettent en main physique. Après, on voit très bien que certains ont un retard. Hein, ça se voit, mais bon, sincèrement, je suis naturel, je ne veux même pas ce genre de catégorie ne me plaît pas du tout parce que j'ai l'impression qu'on tronque un peu le travail, quoi. On tronque un peu le culturisme quelque part. Quelque part, les jambes c'est tellement important. Pourquoi les cacher sous un tissu? Il faut qu'on les voit, parce que c'est vrai que c'est un travail très difficile. C'est un travail très difficile quand il faut détailler les quadriceps et surtout les ischios. Ça, c'est pas facile. Du moins, je parle pour moi. Je sais ce que c'est que les ischios, c'est dur. Mais bon, après, on va cacher ce travail-là, quoi. Moi, je suppose que tous ceux-là qu'on voit là, les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 bodybuilders là sur le plateau, là, je suis sûr qu'ils les travaillent sérieusement. D'ailleurs, quand on regarde celui-ci, on voit très bien qu'il a des jambes. Bon, il a pris cette catégorie. Après, dans certaines compétitions, certaines personnes choisissent plusieurs catégories. Ils vont faire du main physique, ils vont faire du classique, ils vont faire plein. Bon, après, chacun est libre de faire comme il en a envie. C'est ceux qui portent un short de plage parce que génétiquement, c'est plus difficile pour eux de développer les jambes. On a les classiques physiques. La catégorie où j'étais anciennement, il y a un poids imposé selon la taille. Il y a les open, où il n'y a pas de limite de poids. Alors maintenant, voilà, les open, je trouve cela aberrant.
mais ça reste mon avis. Et puis bon, après, comme on dit, hein, c'est du spectacle. Maintenant, quand un open est proportionné, bon, voilà quoi, voilà. J'ai juste envie de dire que pour ceux qui débutent, gardez ce genre de choses-là, regardez ces catégories comme un spectacle inaccessible. Je vous dis ça comme ça, comme un spectacle inaccessible. Pourquoi? Parce que si vous vous jetez là-dedans en tant qu'amateur, et vous ne faites pas de compétition, vous allez juste au basique et puis vous cherchez à impressionner les gens, voilà, juste autour de vous, vous ne faites pas de compète, rien. Vous voulez être en open, tout ça comme ça pour le plaisir de peser 120 kg, enfin on va dire un peu plus de 110 kg dans tous les cas. Vous n'allez pas, vous allez regretter. Vous allez regretter parce que vous n'allez pas tenir le rythme, déjà financièrement et puis même au niveau de la santé, vous allez payer cher, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais que ça reste du spectacle et je respecte le choix de tout un chacun. Ceux qui veulent s'orienter sur cette voie-là, eh ben faites-le, mais sans vous voiler la face. Sachez ce qu'il y a derrière, sachez tout ce que vous allez donner. Voilà, vous allez donner financièrement, vous allez donner de votre santé et vous allez peut-être même donner quelques années de votre vie. Donc voilà. On peut arriver à 115 kg comme à 130, comme à 140, peu importe. Tant que la sèche est là, la condition est là, par condition j'entends des muscles très secs, très peu de gras, tout va bien. Très sec, très peu de gras et il faut avoir aussi cette condition qu'on a l'impression que vous êtes fait de pierre. Voilà, il faut une certaine dureté aussi quoi, visuelle. Et donc toi avant tu étais en catégorie classique, cette année tu es passé en open donc sans limite de poids. En classique tu devais faire combien de kilos maximum? Pour 1m78 comme moi c'est 99 kg. Ah c'est très peu. Hein. Non. Là, par contre, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais bon, après, c'est son expérience. Voilà, c'est son expérience, quoi. Bon, maintenant, c'est son expérience. C'est tout. Je rajouterai pas, mais c'est son expérience. Et comme je dis, je respecte le choix de tout le monde. Et maintenant, après, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui ont peut-être les possibilités d'aller très 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 loin par rapport à d'autres. Donc bon, pour moi c'est fini, j'ai déjà 50 ans, mais puis même je ne me lancerai pas là-dedans, sincèrement, et je vous conseille de ne pas vous lancer là-dedans, sauf si vous êtes sûr que vous allez faire de la compétition et vous êtes sûr que vous allez être bien classé. Aujourd'hui tu fais combien? 115. Ça veut dire que je dois perdre 16 kilos si je veux monter dans cette catégorie-là. Mais non. Tu pèses 115 kg, ça veut dire que tu dois perdre 16 kg. Ça veut dire, là tu es déjà en open, donc tu ne vas pas redescendre. C'est perdre du muscle et c'est assez compliqué, sincèrement. Donc maintenant, comme on dit, hein, quand vous lancez un rocher sur une colline, il prend de la vitesse et ensuite il se stabilise, mais il est très très difficile de l'arrêter. Le rocher continue. Donc quand vous êtes lancé, c'est fini. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je vois bien qu'il n'y a pas 16 kg de gras là, impossible. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de catégorie, parce que l'année dernière j'ai subi un surentraînement. Le surentraînement ça vous bousille hormonalement, psychologiquement, psychiquement. J'ai été sous antidépresseur pendant 6 semaines. Donc vous entendez bien, antidépresseur pendant 6 semaines et puis surentraînement. Et pourquoi justement? Pourquoi un surentraînement? C'est parce que, comme il a dit d'ailleurs, bon c'est logique, comme il a dit au début, on a toujours envie de s'entraîner plus que la personne qu'on ne voit pas. Et on imagine que l'adversaire s'entraîne beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'après il y a aussi un problème dans la tête des fois, qu'on a du mal à gérer quoi, quelque part. Mais moi je suis sorti de ça. Je suis sorti de ça et je suis très content de ce que je suis et comment je suis à mon âge. C'est ça surtout. Ah, le surentraînement c'est terrible. Hein. Déjà la diète tu manges rien, tu t'entraînes 2 fois par jour. Après c'est un crash hormonal total. Ah moi j'en ai bavé hein. Pendant 6 mois. Et c'est marrant parce que quand
Quand j'ai su que c'était une sorte de dépression, j'ai pensé dans ma tête, en fait, la dépression, c'est pas que dans la tête. C'est comme avoir 2 jambes cassées, mais ça se voit pas. Ah, c'est compliqué. Très compliqué. En 2018, tu changes complètement de physique parce que c'est la première fois que tu utilises des produits dopants. En 2018, c'est la première fois qu'on va utiliser ce qu'on appelle un outil professionnel. Bien sûr, un physique comme le nôtre, ça va demander un apport exogène. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans la marmite du bodybuilding. Alors, Et c'est à ce moment-là que je dis à tous les jeunes, n'entrez pas dedans. C'est à ce moment-là que je le dis, n'entrez surtout pas dedans. Entraînez-vous avec passion et vous allez obtenir de très bons résultats. Pensez Spider-Man plutôt que Hulk. Voilà, pour faire simple. Pensez Spider-Man. Quand je dis Spider-Man, vous regardez, je parle de Spider-Man, la bande dessinée, pas Spider-Man comment je veux dire, dans les films de Marvel, mais les bandes dessinées Marvel. Vous voyez le physique qu'il a, surtout dans les dessins des années 80, les dessins des années 90. Regardez le physique là, ça c'est très bien aussi. Parce que c'est quand même jouissif d'avoir de la force avec un poids pas très haut. Je vous le dis, moi je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, sincèrement. Donc maintenant, bon, je le redis encore, n'entrez pas dans le dopage. Si la vie d'un bodybuilder professionnel, ce n'est pas amusant. N'entrez pas là-dedans. Entraînez-vous naturel, mangez bien et vous allez vous sentir très bien. Et entraînez-vous intelligemment. Voilà. Portez ce que vous êtes capable de porter et vous allez progresser tout doucement jusqu'à atteindre vos limites. Et après, vous allez travailler sur votre qualité. Vous allez avoir le volume, la force, tout ça, d'accord. Mais vous allez après travailler sur la qualité si vous ne prenez plus de volume. Donc c'est naturel, c'est bien. Je vous dis, n'entrez pas. Laissez ça pour le spectacle. Laissez ça pour les gens qui sont professionnels là-dedans, qui ont fait le choix de subir tout ce qui en découle, tout simplement. justement, tu as tenu à reformuler là quand j'ai dit produit dopant. Justement, alors qu'est-ce que t'aimes pas dans ce terme? C'est mal vu, c'est souvent mal compris? Je pense qu'il y a d'abord un mépris. Quand on a ce terme, je préfère euphémiser la réalité, d'abord pour paraître moins vulgaire, mais aussi parce que c'est un respect envers tous ceux qui travaillent et tous ceux qui ont l'opportunité de pouvoir monter sur scène. Et quand je parle d'outil professionnel, c'est parce que ça l'est. Voilà, donc entendez bien ce qu'il dit, professionnel. Donc si vous n'êtes pas professionnel, ne le faites pas. Ne suivez pas l'exemple, comme on dit, Sam Sulek par exemple. Non. Il a pris des risques, le Sam Sulek là. Donc là, suivez bien ce qu'il dit, effectivement. Quand vous rentrez là-dedans, c'est que vous êtes professionnel et que vous faites de la compétition. Et encore, il faut que ça soit des bonnes compétitions. Il faut vraiment que ça ait de la portée, que ça vous emmène quelque part. Parce qu'il faut vivre aussi, je parle sur le plan financier. Tu ne peux pas faire un film sans ta caméra. Tu ne peux pas devenir bodybuilder sans apport exogène. Non. Là par contre, là je ne suis pas d'accord. On peut devenir bodybuilder en étant naturel, sans les apports exogènes, mais sauf que, ce n'est pas très médiatisé. On peut faire le bodybuilding et on peut aimer le bodybuilding. Oh, j'ai l'impression que oui. On peut aimer, excusez-moi, je règle un peu mon micro, voilà. J'avais pas de retour dans le casque. On peut aimer ce sport sans se charger. On peut, montrer une face du bodybuilding sans se charger. Il faut creuser et aller vers le naturel. Et voilà. Mais sinon, après, moi je le répète, si vous vous chargez pour rien, juste pour impressionner les gens, ça ne sert à rien. Si vous faites de la compétition d'un certain niveau, oui, c'est votre choix. Mais il y a le naturel aussi. Le naturel aussi existe, on ne peut pas le balayer du revers de la main. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais après, oui, j'apprécie ce qu'il dit, effectivement. Ça n'intéresse personne, une compétition naturelle. C'est la vérité. Ça n'intéresse personne parce que c'est pas mis en valeur. C'est pas mis en valeur, tout simplement. Ce n'est pas mis en valeur. C'est ce qu'il faut dire. Parce que les gens, oui, c'est vrai qu'on a besoin, les gens ont souvent besoin de spectacles, ils ont souvent besoin de choses énormes, c'est-à-dire des choses spectaculaires. J'ai été, il n'y a pas si longtemps que ça, à une compétition naturelle. Il y avait du monde
et c'était très apprécié. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a du travail pour mettre en avant le naturel. Ce n'est pas le chemin le plus facile aussi, parce que ce n'est pas très apprécié, ce n'est pas très spectaculaire, et on regarde de moins en moins, c'est-à-dire que ça ne déchaîne pas les passions, on va dire. Et surtout, je dirais que si on en arrive aussi dans ces moments d'extrémité, c'est parce que le spectateur veut ça. Le spectateur veut ça parce que c'est la voie de la facilité, parce que c'est la voie du spectaculaire. Le spectateur, est à l'image de la société d'aujourd'hui, tout simplement. Je donne un exemple tout simple. Quand on regarde, c'est vraiment tout simple, hein. Quand on regarde les clips musicaux des années, on va dire, je dirais des années 50 ou même 60, il n'y avait pas beaucoup de cuts, par exemple. Les gens prenaient le temps de bien observer l'image, d'écouter. On prenait le temps de bien observer, de bien écouter. Donc il n'y avait pas beaucoup de cuts, c'était l'artiste et son art, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des effets spéciaux, les séquences durent moins de 2 secondes et demie et ça change de plan tout le temps, donc beaucoup de spectacles. Maintenant, pour le naturel, quand quelqu'un a bossé dur et il a un physique de 80 kg et même, on va dire même des fois de 65 kg, mais il a un excellent physique, ce n'est pas apprécié parce que ce n'est pas énorme, ce n'est pas hors du commun, tout simplement. On veut des records toujours plus impressionnants, on veut toujours plus de performances, mais... On veut toujours plus de performances, mais au détriment de la vie de ces athlètes-là. Pour ça, il faut que l'athlète soit poussé dans ses retranchements et soit de plus en plus performant. Le Stéphane de 24 ans à ce moment-là, avant de prendre pour la première fois justement ces produits, est-ce qu'il n'a pas peur d'effets secondaires, de conséquences? Il y a toujours des conséquences, peu importe ce qu'on fait. Il y a des conséquences quand on fume, il y a des conséquences quand on sort. Bon, ça c'est, la réponse que j'entends toujours, comme les gens disent toujours, oui, quand on fume, quand on boit, quand on ceci, quand on cela, oui, il y a toujours des conséquences. Oui, mais... Enfin bref, vous savez, je n'aime pas rentrer dans les débats, mais bon, on le laisse parler, et puis... On marche dans la rue, on peut se faire percuter dans la rue par une voiture. Il y a des conséquences quand on prend l'avion. Comme je le dis, moi j'ai une approche très académique des choses. Donc quand je vais faire un sujet, je suis renseigné. J'ai un graphique très simple qui stocke mes données sur chaque année. Où on va voir s'il y a des irrégularités sur des points précis. Et ça va nous orienter sur une analyse parfaitement compréhensible du risque qu'on prend. Et jusqu'à présent, tout est nickel. Je suis conscient que je prends un risque. Tout est nickel, je ne sais pas. Je sais pas, mais bon... Comme il dit, je suis conscient que je prends un risque. Oui, on prend toujours un risque. Quelqu'un qui fume, oui, ça peut être nickel, ça va quoi. Et puis un beau jour, les choses se déclarent parce qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas détecté les problèmes quoi. Mais bon, après, comme je dis, voilà, respect parce que moi, c'est clair que si je devais le faire, je pense que je ne dormirais pas tranquille. Et puis au bout d'un moment, j'aurais des problèmes dans ma tête quoi. Et c'est parce que je suis conscient que je prends un risque que je ne masque pas la vérité. Je fais les contrôles nécessaires, je m'entoure des professionnels nécessaires pour limiter le risque. Et si un risque concret se présente, on stoppe tout. Ah, donc vous avez bien entendu, il a dit si un risque se présente, on stoppe tout. On stoppe tout. Ça c'est c'est une parole très sage. J'espère qu'il le dit avec toute la sincérité. On stoppe tout. Donc ça veut dire que pour le moment, il va bien. Il n'y a aucun problème à ce moment-là. Donc c'est sa parole, on va le croire. Non, toi, il se trouve que, ça on a bien compris, toi, il t'est rien arrivé. Donc ça, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on risque, je veux dire, quand on prend un produit anabolisant? Un cas complètement déconnant. Il y a un mec qui contrôle rien, qui fait ses commandes seul sur Internet, qui est entouré par aucun coach. On risque la mort, tout simplement. Là, je peux pas donner des risques très précis parce qu'il faudrait qu'on me dise ce qu'on utilise. Si on doit dire globalement ce qu'on risque peut-être de la tachycardie qui peut ramener un métabolisme. Oui, à ce moment-là, oui. Je vais bientôt stopper la vidéo. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'aille jusqu'au bout, mais vous savez ma pensée. Et ce qu'il est en train de dire là, justement, ça doit vous alerter et ne pas vous lancer dans de pareils chemins, parce que vous n'allez pas vous en tirer facilement. Et là, je vous dis sincèrement,
ne prenez pas ce risque. Et je vais mettre le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous allez regarder jusqu'à la fin, vous allez vous donner votre propre avis. Vous avez eu mon avis et maintenant vous allez, vous allez juger par vous-même. Et je tiens juste à dire que le fait de choisir un parcours professionnel dans le bodybuilding, faites-le, mais faites-le par passion et dites-vous que s'il faut vous charger, faites demi-tour, c'est tout. Laissez ça aux personnes qui ont vraiment fait ce choix, parce que si vous entrez dans ce chemin-là, dans ce chemin-là, c'est que vous êtes sûr de faire les compétitions, vous êtes sûr d'être bien classé aussi. Mais bon, il y a toujours les laissés pour compte. Après, de toute façon, voilà, c'est il n'y a que 3 marches sur le podium et il y a des gens qu'on va toujours laisser à côté du podium et qui vont pas gagner grand-chose. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous invite vivement à suivre cette vidéo et vous faire votre propre avis. Et je le répète encore parce que j'avais fait une ancienne vidéo où je disais la musculation, c'est la santé quand elle est pratiquée avec intelligence, mais la compétition, ça ne l'est pas forcément, que ce soit au niveau des chargés comme au niveau des naturels. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt et c'est un plaisir de faire cette vidéo et de partager avec vous. Au revoir.